Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 1er novembre 2012. À Infomag ce soir, Maxime Pedneau-Jobin expulsé d'une réunion. Surplus de 6,5 millions de dollars à Gatineau. La popote roulante, encore une fois menacée. Et les Mustangs s'accrochent au premier rang. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, s'est aperçu mercredi avant-midi qu'il n'est pas le bienvenu dans les réunions auxquelles il n'est pas invité. En effet, il s'est fait expulser d'une réunion préparatoire au budget par le chef de cabinet du maire, Luc Bouvier. Il s'agissait en fait d'une réunion à huis clos du comité exécutif et du comité du budget à laquelle participaient les conseillers membres de ces comités ainsi que des fonctionnaires. Comme conseiller de Buckingham, M. Pedneau-Jobin aurait normalement eu droit d'y participer en tant qu'observateur, mais il s'est fait plutôt montrer la porte. Par ailleurs, les membres du comité exécutif sont sortis en bloc lors du point de presse pour appuyer l'expulsion du chef d'Action Gatineau, ce qui fait dire à M. Pedneau-Jobin qu'un parti non officiel existe bel et bien à Gatineau. À ce que je sache, là, dans l'histoire de la ville de Gatineau, c'est la première fois que quelqu'un est expulsé d'une réunion comme ça, parce que les conseillers, dans la mesure où le président le veut, ont accès partout. Ont accès à toutes les commissions, comités, exécutifs. Et l'année dernière, à même date, M. Bureau insistait en invitant notamment les gens qui pensaient à fonder un nouveau parti à assister aux réunions de l'exécutif. C'est vraiment la première fois qu'il y a un rejet. Puis pour moi, c'est clairement sur la base du fait que j'ai fondé un parti politique. Et justement, suite à cette expulsion-là, est-ce que le nouveau parti, est-ce que Action Gatineau a l'intention de continuer de se présenter dans des réunions comme celle-là? Bien, tout à fait. Bien, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire, puis on est en train de le faire au moment où on se parle, là, ou à peu près, là, on est en train de regarder nos recours. Moi, je veux que la Ville clarifie à quel comité j'ai le droit d'assister, puis à quel comité je n'ai pas le droit d'assister. Pour moi, le fait qu'on ait fondé un parti, c'est pas suffisant. On n'accepte pas les gens en fonction qu'ils soient d'accord ou non avec nous. Surtout que nous, on est dans une position constructive. On est d'accord avec l'immense majorité. C'est sur 10 des sujets qu'on se chicane. Les 90 on est tout à fait constructif, mais on a des opinions différentes. Donc, le 10 c'est correct. Fait que nous, on veut d'abord clarifier ce à quoi on a droit. Toujours à Gatineau, c'est mardi soir dernier que le maire Marc Bureau a présenté son discours sur la situation financière de la ville. Il a rappelé qu'en 2012, le conseil municipal avait continué d'investir dans les infrastructures et dans l'amélioration des services à la population. 30 millions de dollars ont été consacrés à la réfection du réseau routier, dont près de 18 millions à l'asphaltage de routes et de rues dans tous les secteurs de la ville et 12 millions au réseau d'aqueducs et d'égouts. L'année financière devrait se terminer avec un surplus de 6,5 millions de dollars, soit 50 de moins qu'en 2011. Par ailleurs, le maire de Gatineau soutient que Gatineau est l'une des villes qui performe le mieux au niveau provincial. Un extrait du discours de mardi soir dernier. En terminant, j'aimerais revenir sur la performance fiscale de Gatineau par rapport aux 10 grandes villes québécoises. Selon les données recueillies par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire du Québec, l'endettement total à long terme par habitant est de 2 009 $ à Gatineau, tandis qu'il est de 2 750 $ en moyenne pour les 10 grandes villes québécoises. Parallèlement à Gatineau, les charges nettes par habitant sont de 9 970 $ contre 2 187 $ pour la moyenne des grandes villes québécoises. Comme je le signalais dans le discours sur le budget de 2012, parmi les 10 grandes villes québécoises, Gatineau est celle dont l'impôt foncier a le moins augmenté. Selon une enquête du journal La Presse publiée le 18 novembre 2011, l'impôt foncier
n'a augmenté que de 12,2 % sur 6 ans à Gatineau, contre une moyenne de 17,5 % pour les autres grandes villes. Le discours sur la situation financière de Gatineau va être présenté en rediffusion sur nos ondes samedi 15 h. Par ailleurs, les discussions sur le budget 2013 devraient débuter d'ici quelques semaines et le budget va être déposé le 5 décembre prochain. La popote roulante qui distribue une centaine de repas aux aînés de la Basse-Lièvre pourrait bien cesser ses activités en avril 2013 si on ne réussit pas à obtenir du financement récurrent. C'est en effet ce qu'a annoncé la directrice générale du Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre, Michel Desormeaux. Rappelons qu'en 2011, les bénévoles qui géraient la cantine des aînés depuis près de 30 ans avaient annoncé qu'ils cessaient de s'occuper de l'organisme. Un comité d'urgence avait alors été formé pour tenter de trouver une solution. Le comité avait réussi à trouver 20 millions de dollars pour permettre la poursuite des opérations pour 1 an. C'est le Centre Action Génération qui avait accepté de piloter le dossier et d'embaucher une coordonnatrice. Une lettre a été envoyée le 25 octobre dernier au directeur général de l'Agence de la santé, le Dr Guy Morissette, pour demander 16 000 $ récurrents qui permettraient de continuer à offrir les repas aux aînés du secteur. La directrice du Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre, Michel Desormeaux. Le conseil d'administration de chez nous, là, il est prêt encore à faire encore juste 1 an, puis de marcher encore comme ça, parce qu'on sait que ce service-là, il est essentiel pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont besoin d'un support alimentaire pour rester chez eux, dans leur milieu. Donc, on n'est pas... on est là, on veut continuer, mais on a besoin d'argent parce que le service se fait pas toute seule. Là, peut-être 2 ans, la cantine des aînés, l'autre organisme qui s'occupait de la population pendant 27 ans et plus, avait reçu 5 000 $ de plus pour faire un beau total de 16 000 $ par année de financement. Mais ce 5 000-là provenait de l'enveloppe, de l'indexation de l'enveloppe budgétaire de tous les organismes. Fait que c'est comme si on s'autofinancerait. On en prend à d'autres organismes communautaires pour en donner à peut-être un petit peu moins, un petit peu plus pauvres. Mais nous, on n'accepterait pas ça. Il faut absolument que ça soit de la nouvelle argent. La demande de financement devrait être discutée ce soir même lors de la réunion du conseil d'administration de l'Agence de la santé. Évidemment, TVC Basse-Lièvre va suivre le dossier de près. La saison de la grippe approche à grands pas et la direction de la santé publique de l'Outaouais invite la population à se faire vacciner contre le virus de l'influenza. Entre 300 et 500 000 Québécois sont atteints de la grippe chaque année et entre 1 000 et 1 500 personnes en décèdent annuellement. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, plusieurs personnes hésitent encore à recevoir le vaccin, notamment en raison de la publicité négative envers la vaccination en général. Pour les citoyens du secteur de la Basse-Lièvre, il va être possible de se faire vacciner sans rendez-vous au CLSC du 578 McLaren-Est ou encore à la Coop Santé de la Basse-Lièvre qui est située au 620 avenue de Buckingham. Le vaccin est offert gratuitement aux enfants de 6 à 23 mois, aux femmes enceintes et en bonne santé, aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu'aux gens en contact avec des personnes à risque, dont les travailleurs de la santé. L'horaire des cliniques va être disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Le ministère des Transports désire informer la population que des travaux de réparation de conduits vont être effectués sur la route 148 à la hauteur du chemin du Quai dans le secteur Masson. Les travaux vont se dérouler jusqu'à demain entre 9 h et 15 h. Une voie va être réduite à 3,5 mètres de largeur et une signalisation va délimiter l'aire des travailleurs. Évidemment, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence. Les élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin dans le secteur Buckingham, comme ceux d'un peu partout dans les écoles de la région, ont célébré la fête de l'Halloween en grand mercredi après-midi. Comme c'est le cas chaque année, les étudiants avaient congé en après-midi et de nombreuses activités avaient été organisées par le personnel de l'école. Les célébrations ont commencé par une grande chorégraphie au son de la musique du roi de la pop Michael Jackson dans le hall d'entrée de l'école. Étudiants et personnel ont profité de l'occasion pour se costumer. Jérôme Rousseau est l'un des organisateurs de la fête cette année. Alors, les fêtes de l'Halloween ici à Hormidas-Gamelin, chaque année, on gèle les cours dans l'après-midi et on a une thématique.
Et on a toujours un coup d'envoi dans le hall d'entrée. Et il y a une danse, un concours de citrouille, un concours de costumes. Cette année, la grosse nouveauté, on va faire un zombie run, là, cours pour ta vie. C'est un parcours de 3 km qui commence dans la course de cross-country, le terrain de football, et qui finit vers la pente des terrains de soccer. Il y a des zombies cachés, il y a des épreuves que les jeunes vont courir. C'est une course obstacle avec des dossards, une course de rapidité. Ils vont finir crottés, mouillés. Et les surveillants, les enseignants surveillants, durant la journée, donnent des bonbons. À la danse, les gens qui vont se déchaîner sur la piste de danse font des prix de présence. On a plus de 800 $ en prix qu'on va remettre aux jeunes. Les surveillants, durant la journée, vont donner des bonbons aux enfants. On va avoir beaucoup de plaisir. Depuis 1999, le mot Movember est apparu dans le vocabulaire des hommes d'un peu partout dans différents pays. En effet, depuis cette date, en novembre, des hommes de plusieurs pays dans le monde décident d'aborer fièrement la moustache pour soutenir la cause de la santé des hommes. Pour nous en parler, j'ai reçu François Guindon du réseau Hommes Québec un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. François Guindon, évidemment, le mois de novembre qui commence aujourd'hui et qui dit novembre dit souvent Movember, le mois où on voit beaucoup d'hommes se faire pousser la moustache pour amasser des fonds. D'où ça vient, cette activité-là du Movember? En fait, ça a commencé en Australie autour de 2003. Ça a commencé par une blague. En fait, c'est un groupe de gars qui ont décidé de se faire pousser la moustache. Ils s'étaient lancé un défi personnel. Et puis, il y en a un du groupe qui a décidé, qui a proposé que tant qu'à se faire pousser une moustache, on pourrait essayer de trouver une cause et puis ramasser des fonds. Et ils ont accepté ça et en groupe, ils ont essayé de trouver une cause qui pourrait leur tenir à cœur. Puis, ils voulaient une cause qui était unique aux hommes. Ouais. Alors, ils ont décidé de donner l'argent éventuellement à la recherche sur le cancer de la prostate, qui est une cause unique aux hommes, on oui, s'entend. tout à fait. Donc c'est né comme ça. C'est né comme ça en 2003-2004 et c'est devenu un mouvement international aujourd'hui, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Et on sait qu'au Québec, on voit là, évidemment de plus en plus d'hommes qui portent la moustache en novembre. Oui. Les gens qui voudraient s'inscrire peuvent le faire de quelle façon ici au Québec? En fait, il y a deux façons. Ils peuvent aller directement sur le site de Movember. Si on fait Google, si on se rend sur Google et on tape Movember, ça nous amène à un site qui est le ca.movember.com/FR pour le français. Français, oui. Et puis, ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est d'aller sur le site du Réseau Hommes Québec et qui chapeaute l'organisation d'événements au Québec cette année. Et donc, il y aurait une façon de s'inscrire de cette façon-là aussi. Donc, on peut ou se faire pousser la moustache ou supporter quelqu'un qui a décidé d'aborer la moustache. Exactement. Et c'est un bon point parce que ça ne s'adresse pas seulement aux hommes. En fait, les femmes peuvent supporter la cause aussi. Donc, il y a les mots brother, les frères, les supporters, et il y a les mots sister. Donc, on invite les femmes également à soutenir la cause. Puis, si elles veulent, ils peuvent s'acheter une moustache au Dollarama puis la porter. Ça pourrait être drôle. C'est un petit peu différent, effectivement. Donc, vous nous avez parlé, vous nous dites qu'au Québec, c'est le réseau Hommes Québec qui supporte le mouvement Movember. Oui. Et vous êtes l'agent de communication du réseau Hommes Québec. Et j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour nous parler un petit peu de ce réseau-là, oui, qui est en fait peu connu. Oui, peu connu, et pourtant ça existe. Cette année, on fête le 20e anniversaire de création du Réseau Hommes Québec, qui a été créé par le psychanalyste Guy Corneau, qu'on connaît peut-être un peu plus, qui a écrit des livres oui, comme Père manquant, Fils manqué, La guérison du cœur, L'amour en guerre, etc. Son dernier livre, c'est Revivre, qui parle d'une expérience qu'il a vécue dans les dernières années, un combat contre le cancer qu'il a vaincu, heureusement. Donc, c'est comme ça que c'est né il y a une vingtaine d'années. Encore là, c'est un groupe de gars qui se sont réunis autour de Guy Corneau, qui ont vécu un week-end. Et finalement, après le week-end, les gars ont trouvé ça tellement nourrissant comme expérience qu'ils sont retournés dans leurs régions respectives, dont l'Outaouais. François Camus était un gars de l'Outaouais. Il vit maintenant à Montréal, mais il était dans l'Outaouais à ce moment-là. Et il a créé des groupes. Actuellement, on a 5 groupes dans l'Outaouais, d'environ une dizaine de gars, entre 8 et 10 gars, qui se parlent de choses qui les concernent. C'est eux qui décident des thèmes. Ils décident eux-mêmes de discuter des relations de couple, de la relation
père l'enfant, ça peut être la sexualité. Tous les sujets sont ouverts, en fait. C'est les gars qui décident eux-mêmes des thèmes qu'ils vont aborder. Et quand on va visiter justement le site de Réseau Hommes Québec, on voit vraiment des témoignages des hommes qui s'épanouissent au contact de leurs semblables parce qu'on est dans une société où c'est pas nécessairement permis de s'exprimer ou de dire ce qu'on ressent. C'est ça, exactement. Et c'est le but du Réseau Hommes Québec de permettre aux gars de s'exprimer. Un des moments où j'ai trouvé le plus... peut-être le plus significatif dans les dernières années, c'est quand il y avait eu le massacre de l'École polytechnique. Suite à ça, on avait interviewé M. Gilles Vigneault. Et M. Gilles Vigneault, pour moi, avait résumé quelque chose en une phrase. Il avait résumé cet événement-là. Il avait dit quel manque de vocabulaire. Ouais. Et je pense que on a eu encore des exemples dans les derniers mois quand le docteur Turcotte a vécu un drame familial. Donc, il y a beaucoup de gars, puis là, on parle des extrêmes, évidemment, mais on essaie de ne pas se rendre là. En fait, le but du Réseau Hommes Québec, c'est plutôt de prévenir, de permettre aux gars d'apprendre à identifier leurs émotions, en parler, d'aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire. On n'est pas obligé vivre un grand drame dans sa vie. Parfois, on peut simplement vivre la crise de la quarantaine. Et puis, on a besoin de parler d'autre chose que de voiture puis de politique. Et quel genre d'hommes se retrouvent justement dans ces groupes-là? Parce qu'on parle de 8 à 10 participants par groupe. Oui. J'imagine qu'on trouve des gens d'un peu partout dans la société. Absolument. Le Réseau Hommes Québec, la composition du réseau est, je dirais, le reflet parfait de ce qu'est la société. Donc, il y a des gars de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les professions. En fait, il s'agit juste d'être un homme pour participer. Quand on veut participer, on appelle au Réseau Hommes Québec ou on envoie un courriel sur le site. Et quand il y a 8 à 10 gars qui sont prêts, quand on a une liste d'attente suffisamment longue, à ce moment-là, on crée un nouveau groupe et ils sont accompagnés par un parrain pendant les 6 premières rencontres. Ensuite, le groupe s'autogère. Et en terminant en quelques secondes, 19 novembre, et c'est une journée qu'on ne connaît à peu près pas, il y a une journée de l'homme qui existe. Oui, ça a été créé en 1999 sur l'île de Trinidad-Tobago par un médecin qui avait décidé de créer une journée comme ça pour justement mettre en valeur la contribution des hommes à la société. Et il a choisi le 19 novembre parce que c'était l'anniversaire de son père. Et donc, depuis 1999, cet événement-là existe. Et cette année, encore là, le Réseau Hommes Québec a décidé de mettre l'accent sur cette journée-là pour la faire connaître. Évidemment, on va suivre ça de près. François Guindon, merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Alors bonjour, ici Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Je me trouve présentement en compagnie de Jannick Fontaine de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Madame Fontaine, d'abord, qu'est-ce que c'est la maison d'hébergement? Une maison d'hébergement, c'est un milieu sécuritaire et confidentiel pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Pour parler de nos services, là, nous, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, c'est gratuit. Souvent, les gens ils pensent, bon, ben, il va falloir que je paye pour aller à la maison d'hébergement, mais c'est gratuit. Puis, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est pour violence conjugale, mais familiale aussi. Donc, tu vis la violence, tu peux emporter tes enfants, c'est confidentiel. C'est un milieu de vie comme chez vous. Des fois, on a des pensées que c'est un dortoir on est tous empilés, puis on couche là. Non, chaque famille a sa chambre. Des fois, c'est des petites chambres, mais quand même, chaque famille a un lieu là, tranquille dans la maison. Puis, c'est pareil comme chez nous. On fait notre bouffe, on vit. C'est sûr qu'on vit à plusieurs, sauf qu'on a un milieu sécuritaire pour se protéger de la violence qu'on vit. Au-delà de la maison d'hébergement, votre organisme a aussi un volet sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, écoute, c'est comme que je fais aujourd'hui. Je viens sensibiliser la population à notre organisme, mais aussi on fait des actions sociales, on organise des activités, on écrit des articles dans les journaux pour sensibiliser les gens à la violence. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Les gens pensent souvent que la violence juste physique, mais on vit la violence, les femmes vivent, puis les enfants, la violence psychologique, verbale, économique, sexuelle. Donc, tu n'es pas obligé de vivre seulement de la violence physique pour venir à la maison d'hébergement. Tu vis de la violence psychologique ou verbale, tu peux appeler pour venir en maison. Puis je veux aussi qu'on sache que c'est important parce que des gens pensent qu'il faut vivre à la maison pour avoir les services. Tu n'as pas le goût de venir héberger, tu n'es pas prête à ça, mais tu peux nous appeler pour parler, pour jaser, 24 heures sur 24 aussi. On offre des suivis externes, donc tu peux avoir des consultations aussi à l'externe.
venir nous jaser une fois par semaine si tu as besoin. Les enfants aussi peuvent venir en suivi externe, même si tu n'es pas hébergé à la maison. Puis, en terminant, est-ce que vous avez des activités qui s'en viennent prochainement? Oui, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence du 25 novembre au 6 décembre, le 6 décembre qui se termine par la journée de la commémoration contre la violence faite aux femmes, qui nous commémore la journée triste de la tuerie de la Polytechnique. On va faire un déjeuner solidaire, déjeuner de sensibilisation avec la collaboration de l'AREC et du Centre actuel. Donc, ce déjeuner-là, il va être au coût de 10 $. Puis, si vous voulez des billets pour être solidaire à la cause de la violence conjugale, on peut appeler au 986-2525. Merci beaucoup, Madame Fontaine. Alors, c'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Et encore une fois cette semaine, fidèle au poste, comme à tous les jeudis, notre gars des sports, François Croteau. Évidemment, François, on va commencer notre bulletin par ce qui s'est passé, la finale au football juvénile. On peut peut-être parler d'une défaite des Tigres, mais aussi d'une victoire des Falcons. Comment ça s'est passé samedi dernier? Malheureusement, les Tigres se sont inclinés par le pointage de 35-24. Ça a quand même été une rencontre très serrée. On a eu le droit à du beau football. Réellement, là, on voyait que c'était deux équipes là, qui étaient, si on peut dire, au sommet de leur art. Ouais. La différence, écoutez, il faut le souligner, c'est le corps arrière des Falcons, Michael Aruba, qui a su réaliser les gros jeux. Et on sait que dans des matchs comme ça, c'est ça souvent qui fait la différence. Surtout que les Tigres ont quand même laissé échapper quelques points. On a été incapable de convertir là, au niveau des touchés. On sait que pendant toute l'année, ils n'ont pas utilisé de botteur. Ils allaient pour la transformation de 2 points. Mais il y a quand même la défensive là, des Falcons qui a su stopper là, les Tigres, notamment à la ligne d'une verge. Et également, du côté de l'offensive, on avait une passe là, dans les mains pour un toucher. Malheureusement, on a pu conserver le ballon. Mais ça a été quand même... C'est une défaite difficile à prendre, mais on peut dire que cette journée-là, en tout cas, la meilleure équipe sur le terrain a gagné. Il faut quand même saluer aussi la performance de Isaac Meza qui, à pied levé, a remplacé le corps arrière Samuel Clément-Paul qui était blessé. Alors, c'est ça, c'est une saison qui se termine pour les Tigres. Quand même une très bonne saison, c'est qu'on avait fini premier et ça augure encore bien pour l'an prochain. Tant qu'aux Falcons, on a changé un peu le modèle cette année. Au lieu de s'en aller directement au bol d'or, il faut passer par le système éliminatoire. Ils s'en vont là, contre les représentants du Lac-Saint-Louis en quart de finale la semaine prochaine. Et voilà, Michael Aruda qui a effectivement là, fait toute la différence. Ouais. Et c'est cette dernière année, donc l'avenir s'ouvre grand pour lui. Effectivement. En fin de semaine également, il y avait un challenge, le challenge Château-Cartier. On parle évidemment de curling. Comment ça s'est passé, François? Écoutez, moi, le curling, c'est pas dans ma branche la plus forte. Alors, on va laisser un expert en parler, Alain Deschâtelet, qui, lui, nous dresse le bilan là, des compétitions. Oui, écoutez, au niveau de la compétition, on s'attendait à un événement très relevé et justement ce qu'on a eu. Écoutez, en finale, on avait un gagnant du Brier et un champion olympique, donc une très, très belle compétition. On a eu évidemment aussi beaucoup de spectateurs qui ont suivi le déroulement de cette compétition sportive. C'était au cours du week-end. Et évidemment, nos bénévoles étaient au rendez-vous. Donc, écoutez, pour nous, là, c'est un très, très bel événement qui se termine très positivement. Écoutez, les gens ont l'occasion de voir le plus de curling maintenant à la télévision, via RDS, TSN. Les gens sans connaître tous les stratégies, si on veut, mais les gens aiment voir des matchs et on l'a vu au cours du week-end. Beaucoup de gens, beaucoup d'anciens membres du club qui sont revenus voir des parties et aussi de nouveaux adeptes. Donc, ça s'annonce très bien. C'est un des objectifs de tenir cette compétition-là, c'est de faire la promotion de notre sport à l'échelle régionale. Là, évidemment, belle édition pour le challenge, mais au niveau de la glace, est-ce que vous avez des résultats pour nous? Oui, en fait, la finale du côté des hommes, c'était un duel entre 2 formations des Maritimes, l'équipe de Mark Dacey de Halifax et celle de Brad de Gouchou. On sait que l'équipe de Gouchou là, avait remporté là, une médaille aux Olympiques. Ça a été une remontée spectaculaire de l'équipe de DC qui a finalement triomphé de l'équipe Gouchou. Il perdait
par 3 points au 6e bout. Ils ont réussi 2 points en 7e et de voler encore 2 points en 8e lorsque le Skip Bouchou a manqué sa dernière pierre. Alors, il y a eu, comme l'a dit Alain, il y a eu une très belle foule. Et du côté des gens plus connus, là, Jean-Michel Ménard, pour ceux que ça intéresse, lui a perdu en quart de finale. Et du côté féminin, rapidement, c'est Julie Reddick qui a triomphé de Cathy Old par le pointage de 8-4 dans une édition toute ontarienne. C'était de représentants de la région de Toronto, Mississauga et Toronto, respectivement. Alors, écoutez, ça a été un très beau succès et on espère à l'an prochain. Oui, effectivement, parce qu'on sait que le protocole avec la Ville vient de terminer, ouais. Donc on devrait, avec les succès des dernières années. Ça devrait être une formalité à ce niveau-là. Évidemment, on parle hockey, les Mustangs qui s'accrochent, comme on le disait, en manchette au premier rang, mais qui, en fait, les blessures là, qui pourraient commencer à venir compliquer la tâche de Pierre Grandmaison. Oui, effectivement. D'ailleurs, mardi soir dernier, les Mustangs se déplaçaient à Ottawa-South contre les Canadiens et ils ont subi un revers de 2-0 et c'est ça qui amène un peu la déclaration de Pierre. Là. On a encore 5 à 6 joueurs de blessés et ça semble être des blessures qui tardent à guérir. Et ce sont quand même des joueurs offensifs de calibre. Donc, on voit là, un peu certaines difficultés qui peuvent se pointer. Quoique, écoutez, 2-0, faut pas dramatiser avec ça. Et on a quand même 3 défaites seulement cette année, donc c'est quand même bien. Mais il faut voir aussi dans la division, là, au niveau du classement, il y a 3 équipes, c'est-à-dire les Mustangs, suivis de Ottawa South et Ottawa West. On voit là, que ça se referme. Et quand même, il ne faut pas négliger Metcalf. Et la division est très forte ici cette année, donc on devrait avoir du bon hockey là, toute la saison. Et match vendredi soir, ici même à Buckingham, contre les représentants de Stittsville. Et il y a une promotion spéciale, c'est-à-dire que TC Média Outaouais, qui vont lancer le journal électronique JEQ. Oui, effectivement. Alors, eux font un tirage d'une voiture. Et la voiture va être là vendredi soir et toutes les personnes qui vont se présenter au match vont pouvoir remplir un coupon de participation qui les rend éligibles à ce tirage-là. Naturellement, on ne tire pas l'auto vendredi soir, c'est à travers tout l'Outaouais, mais écoutez, vendredi soir, présentez-vous à l'Arena, on a une chance de gagner une auto. Effectivement, donc une voiture à gagner. On parle maintenant du centre sportif. On sait qu'il y a plusieurs activités qui vont se dérouler et vous en avez sorti quelques-unes pour nous. Oui, effectivement, et ça débute en fin de semaine. Le 4 novembre, c'est la première de 3 sélections en vue du championnat national qui aura lieu à Toronto en 2013. On parle de karaté, bien sûr. Il y aura d'autres séances aussi à Montréal, à Trois-Rivières. On a décidé d'agir comme ça parce que ça limite les déplacements et ça rend ça accessible à plus de compétiteurs. Gatineau a été choisi parce qu'on sait qu'au niveau karaté ici, c'est une discipline on est très bien représenté. On a de bons dojos, on a de bons sensei et on a des athlètes performants. Alors, écoutez, on leur souhaite bonne chance à tous ces participants. Et un championnat canadien élite en badminton maintenant. Oui, et ça, c'est une première. Ça va avoir lieu en 2013, à la fin janvier, 30-31 janvier, 1er et 2 février. C'est au centre sportif encore. Ce sont les meilleurs joueurs de compétition élite qui vont se pointer ici à Gatineau. Écoutez, l'organisation du tournoi espère d'avoir des athlètes olympiques, mais ça, il faut voir s'ils vont s'inscrire. Ça reste à voir, mais 30-31 janvier, du grand badminton. Bel édifice, le centre sportif. Évidemment, là, il y a plein de gens qui sont passés avant. On veut souligner le départ de quelqu'un qui s'est impliqué longtemps dans les loisirs. Oui, ici. effectivement. C'est Mme Céline Farrell qui a pris sa retraite cette semaine. On sait qu'elle a travaillé comme directrice des loisirs dans l'ancien maçon. Elle a travaillé aussi avec la Nouvelle-Ville. Elle aura tout fait, elle, parce qu'à maçon, il faut dire, dans le temps, vous étiez directeur, mais autant vous contrôliez le budget que vous contrôliez les chaises qu'il y avait à placer sur la glace. Alors, bonne retraite, Mme Farrell. François, évidemment, on se donne rendez-vous vendredi. On donne rendez-vous à toute la population pour les Mustangs vendredi. Merci beaucoup, à jeudi prochain. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que dans la nuit de samedi à dimanche, on revient à l'heure normale, donc on recule d'1 heure. Alors, n'oubliez pas de changer en même temps vos piles pour vos avertisseurs de fumée. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée.